et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille sur le plateau Charlotte Grosso, responsable iShares & Wealth France et Monaco chez BlackRock. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurent. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui ensemble ? Allez, d'un indice star, on peut le dire pour les investisseurs, le MSCI World. Mais on va voir ensemble que les stars sont parfois pas si bien connus parce que je pense que si on demande aux investisseurs, y compris ceux qui investissent un petit peu tous les mois dans le MSCI World, ce qu'il y a dans l'indice, je ne suis pas sûr qu'ils savent répondre avec précision. Alors, présentation express de cet indice. Alors, MSCI World, vous l'avez rappelé Laurent, c'est un indice au même titre que le CAC 40 en France et l'indice qui représente les 40 premières sociétés françaises. Eh bien, le MSCI World, c'est l'indice des actions internationales. Vous y retrouvez une vingtaine de géographies, 23 pays pour être précise, 1300 valeurs de grandes et moyennes capitalisations. Ce qui est intéressant de voir avec cet indice, c'est que c'est un indice qui est très utilisé par les gestionnaires d'actifs, souvent pour comparer et évaluer leurs performances. Lorsqu'on entend dire que les marchés d'actions monde ont bien progressé sur ces 5 dernières années, très souvent on parle en fait de la performance du MSCI World. Alors pourquoi est-ce qu'on dit MSCI World, World comme le monde ? Eh bien tout simplement parce que quand on fait référence à un indice, on fait souvent aussi référence à son fournisseur d'indices. Oui. C'est celui qui construit la méthodologie, c'est donc celui qui décide ce qui rentre ou qui ne rentre pas dans l'indice. En l'occurrence, MSCI, c'est Morgan Stanley Capital International. D'accord, voilà, donc on sait exactement ce qu'est cet indice maintenant. Et en revanche, il y a quand même un élément qui attire notre attention. Vous l'avez dit, 23 pays, quand on sait qu'il y a plus de quoi, je crois 200 pays dans le monde, on se dit que ce monde est finalement, cet indice en tout cas, monde est un peu plus petit que ce qu'on imagine. Absolument, en fait ça va représenter l'ensemble des marchés développés, donc c'est 23 pays développés et on ne retrouve pas des pays comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui sont des pays, des marchés émergents, qui ont leur propre indice, le MSCI Emerging Market pour marché émergent, donc c'est un petit peu différent. Après, il existe aussi au niveau international des indices qui vont regrouper les deux, à la fois pays émergents et pays développés. C'est ce qu'on appelle le MSCI ACWI, pour l'acronyme All Country World. Et là, c'est 23 pays développés, 24 pays émergents. Donc quelque chose qui est encore plus large et diversifié géographiquement. Et ça, on a d'ailleurs fait un 100% ETF avec Clément Roux à retrouver bien sûr sur la page de l'émission. Si on ouvre le capot de ce MSCI World, qu'est-ce qu'on va... Moi, je le prononce à la française, MSCI World, tant pis. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur, Charlotte ? Alors, c'est très intéressant dans la méthodologie de construction de cet indice, puisqu'en fait, le poids d'une région, d'une entreprise, d'un secteur va en fait être représenté par sa capitalisation boursière, c'est-à-dire sa valorisation en bourse. Plus une entreprise sera grande et plus sa valorisation sera importante en bourse, plus elle aura un poids important dans son indice. Donc très logiquement, on retrouve aujourd'hui dans le MSCI World une grosse partie des États-Unis, c'est environ 70% de cet indice mondial. Mais ce n'est pas surprenant quand on voit aujourd'hui le poids de l'économie américaine dans le monde, le fait que la croissance du PIB aux États-Unis est aujourd'hui deux fois supérieure à l'Europe ou au Japon. Donc ce n'est pas surprenant. Ensuite, vous retrouvez évidemment le Japon, 5-6%, l'Europe entre 15 et 20%, et puis d'autres géographies telles que l'Australie, par exemple le Canada. Mais si on regarde justement l'indice sous cet aspect-là, c'est-à-dire finalement faisant la place aux plus grosses capitalisations, est-ce qu'on n'est pas en train d'acheter tout simplement un ETF sur la tech américaine un petit peu déguisé ? Alors je pense que la question, il faut la poser. Oui. C'est vrai qu'en termes d'exposition sectorielle, aujourd'hui, c'est environ 25% de poids dans le secteur de la technologie, dans l'indice MSCI World. Ça peut paraître assez significatif, mais je pense que c'est avant tout le reflet de la transformation de notre économie. On le voit dans la façon dont on vit, dans les usages, dans la manière dont travaillent nos entreprises aussi. Cette part de plus en plus importante de l'intelligence artificielle et cette digitalisation constante de notre économie. Si vous aviez regardé il y a 15 ou 20 ans, la composition de l'indice était très différente. On retrouvait davantage de sociétés de type grands groupes bancaires, financières, des groupes pétroliers, qui étaient vraiment au cœur de l'économie de cette époque-là. Aujourd'hui, si on prend le MSCI World, ça reste avant tout une photographie à un instant T de l'économie, une photographie qui peut évoluer puisqu'on le voit aujourd'hui, c'est davantage tourné vers la technologie. Vous avez 7 entreprises qu'on appelle les Magnificent Seven, ou les 7 magnifiques en français, qui ont énormément tiré en fait, la performance
performance des indices boursiers ces dernières années. À juste titre, on voit qu'elle continue à répondre et à battre les attentes, comme Nvidia en mai qui a battu de 80% les attentes des investisseurs. Donc c'est quelque chose qui est assez significatif. Pour autant, ce que j'ai tendance à dire, c'est que lorsque vous achetez le MSCI World, vous achetez aussi quelque chose qui est assez évolutif. Oui. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a plus de financières, plus d'industriels ou plus de sociétés pétrolières qui sont dans les indices. Simplement, leur poids est un petit peu moindre par rapport à l'emprise qu'a pu prendre la technologie. Bon, voilà, un indice en phase avec son temps. Si on regarde du côté des performances, qu'est-ce que ça donne depuis le début de l'année, même si on rappelle que l'investissement se conçoit dans une optique de long terme. On peut d'ailleurs aussi parler de sa performance de long terme. Alors, si on regarde depuis le début de l'année, aujourd'hui, le MSCI World est à peu près 11% depuis le début de l'année. Donc, c'est un début d'année qui est solide, qui suit une année 2025 aussi très solide, un peu plus de 21%. Dans un contexte géopolitique qui n'est pas simple en plus. Tout à fait. Mais comme vous le rappelez, Laurent, j'ai un peu du mal à commenter forcément la performance sur le si court terme. On parle quand même d'indices boursiers sur les actions. Ça reste une classe active qui est risquée. Et on aurait tendance à plutôt observer la performance sur une durée, j'ai envie de dire, d'un cycle un petit peu plus long, 5 à 10 ans. Oui. Et là, on voit que sur le MSCI World, la performance annualisée, que ce soit à 5 ou 10 ans, est entre 10 et 13%. Donc ça reste des rendements qui sont très solides pour un indice qui est vraiment très diversifié d'un point de vue géographique et même en termes de secteur et en termes d'entreprise. Bon, donc un indice diversifié, Charlotte, avec des États-Unis, on l'a vu, du Japon, de l'Europe. Si justement on va un petit peu dans le détail, quelles sont les zones qui ont le mieux fonctionné ? Je ne pense pas spoiler l'émission en disant que forcément les États-Unis sont en rendez-vous de la performance depuis le début de l'année. Alors effectivement, Laurent, les États-Unis restent globalement la locomotive de croissance et de performance sur cet indice. On le voit tiré par un marché de l'emploi qui reste très solide, une croissance qui reste solide, malgré une inflation qui rebondit légèrement. Les États-Unis continuent de bénéficier de ces investissements massifs dans la technologie, notamment dans l'IA, portés par son secteur tech. Donc, très bonne performance sur le début d'année pour les États-Unis. Performance très positive également du côté du Japon, puisqu'on voit que les réformes de gouvernance d'entreprise visant à j'ai envie de dire, inciter les entreprises à se focaliser un peu plus sur leur rentabilité, sur leurs actionnaires et aussi le retour aux actionnaires ont fonctionné. On voit également des rachats d'actions qui sont records sur ce marché. Et puis globalement, un yen qui reste relativement faible, ce qui a permis aux entreprises japonaises de continuer à exporter. Donc un marché japonais qui se tient très bien depuis le début de l'année. Bon, j'ai un peu peur du coup de vous demander les zones qui ont un peu moins marché, parce qu'on a cité les États-Unis et le Japon comme les zones qui fonctionnent. Donc j'en déduis que c'est peut-être du côté de l'Europe où ça a été un peu plus difficile. Alors peut-être en relatif, l'Europe a un petit peu moins bien fonctionné, reste en territoire tout à fait positif, que ce soit sur le début d'année ou sur les 5 et 10 dernières années. On voit quand même des marchés actions qui, globalement, sur un temps court ou plus ou moins long, performent bien. Mais c'est vrai qu'en relatif, on peut voir des secteurs qui performent un petit peu moins bien. Je pense notamment au contexte géopolitique qui a impacté certains secteurs comme l'automobile, comme le luxe, qui ont un petit peu été à la peine. Pour autant, on retrouve énormément de champions aujourd'hui en Europe qui continuent à être des sociétés qui performent, qui surfent aussi sur les tendances, que ce soit sur l'IA comme ASML, la fameuse entreprise d'infrastructure fabricant de puces électroniques qui continue à poster des résultats tout à fait solides, ou encore d'autres secteurs exportateurs. Mais globalement, on voit un petit peu cette moindre croissance du côté de l'Europe, avec un certain nombre de vents contraires. Mais un rattrapage tout de même l'année dernière, puisque l'Europe avait bien performé sur l'année 2025. Donc tout ça, c'est des cycles. Ça nous rappelle aussi que l'Europe ou la France sont des régions sur lesquelles il y a énormément d'opportunités, mais qui représentent en termes de poids total des indices finalement une part qui peut varier. Aujourd'hui, la France, c'est environ 5% de l'indice mondial. Donc on voit en relatif que ça reste un petit peu plus limité. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt justement d'avoir des indices très globaux, très diversifiés mondialement pour aller justement capturer l'ensemble des opportunités mondiales. Bon, et puis des valeurs européennes sur lesquelles on s'est penché avec Olivier Taïc dans un autre 100% ETF. On vous mettra le lien dans la vidéo. Et forcément, la question qui arrive désormais, que tout le monde se pose, en tout cas les gens qui nous regardent, c'est comment on se positionne. Puisqu'on dit souvent, on a eu l'occasion de le dire dans les 100% ETF, dans les webinaires, que pour commencer son allocation d'actifs en ETF, il faut souvent commencer très large, très diversifié. J'ai l'impression que le MSCI World, c'est vraiment l'indice parfait pour débuter. On dit souvent que c'est l'indice du débutant. Voilà. Il y a différentes façons de l'aborder en fonction de l'enveloppe d'investissement, en fonction aussi du niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Mais c'est vrai que quand on regarde du côté des épargnants particuliers dans le monde, ceux qui passent par des plateformes pour investir en direct et sans forcément de conseils
on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup en fait à plébisciter cette exposition mondiale, très diversifiée, souvent en versement programmé, en investissement progressif, qui peut sur le long terme vous permettre de vraiment dynamiser sur les rendements votre passés. épargne. Alors ils préjugent pas des rendements futurs, mais on voit quand même un solide historique de performance. Surtout si on ne sait pas en fait quelle valeur choisir, c'est une façon de s'exposer à plus de 1300 sociétés très diversifiées. Alors, si vous êtes dans une enveloppe assurantielle ou compte titre, vous pouvez aller sur un ETF Core MSCI, iShares Core MSCI ETF par exemple, ou une version swappée qui vous permet d'optimiser encore plus la dimension fiscale aux États-Unis. Si maintenant vous êtes dans une enveloppe PEA, il existe aujourd'hui des supports MSCI World qui sont éligibles au PEA, malgré le fait que le PEA, normalement, c'est une enveloppe réservée aux actions européennes. En fait, vous avez un panier sous-jacent investi en Europe et un swap de performance avec la performance mondiale des marchés mondiaux, ce qui vous permet d'apporter ce degré de diversification au sein même de votre PEA. Ça, c'est gagnant-gagnant. Donc ça, c'est intéressant. Et pour terminer, je dirais que si vous êtes prêt à prendre un petit peu plus de risques, on a évoqué tout à l'heure l'indice MSCI ACWI, qui va venir intégrer les marchés émergents. Et là, ça vous permet d'accéder à 1300 valeurs supplémentaires du côté de la Chine, de l'Inde et du Brésil. Voilà donc les façons de s'exposer aux indices mondiaux, que ce soit le MSCI World ou les indices encore plus larges avec le MSCI ACWI et les explications très claires de Charlotte Grosso. Merci Charlotte. Merci Laurent. C'est fini pour ce 100% ETF, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.